Stéphanie va questionner nos participants à la table ronde, au premier atelier qui va avoir lieu. Je vais vous demander en musique de les accueillir. Il s'agit dans un premier temps sur le thème des zones économiques de demain, de Sébastien Bonnet, directeur général d'Orion, et d'Éric Grignon de Leroy Logistique. Alors Sébastien, est-ce que tu peux nous dire en fait ce qu'est ce projet et pourquoi Orion s'est lancé dans ce projet? Alors je vais essayer d'être assez court. Orion est une activité d'aménageur, donc pour certains savent ce que c'est que l'aménagement, notamment votre vice-président de rupture, je crois que le cabinet SCE sait très bien ce que c'est. C'est aménager des parcs d'activité des quartiers d'habitat. Or aujourd'hui, les enjeux dans le métier de l'aménagement sont de plus en plus forts, notamment les enjeux environnementaux, avec des contraintes qui sont fixées par les services de l'État notamment, qui sont toujours plus fortes. Donc aujourd'hui, on est obligé de se poser des questions sur ces enjeux d'aménagement. Donc là, on a aménagé un parc d'activité de 60 hectares, ce qui est important. En fait, on a pris de la terre agricole. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en aménagement, que ce soit en quartier d'habitat ou en zone d'activité, finalement, on impose des espaces verts. On vous impose, quand vous achetez une parcelle, de faire des espaces verts. Mais quelque part, on se donne un petit peu bonne conscience en faisant ça. Parce qu'en fait, ces espaces verts, on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on va faire dessus. On dit juste, faites des espaces verts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les espaces verts, c'est bon pour l'environnement? Oui, mais peut-être qu'on peut les rendre encore meilleurs pour l'environnement. Donc c'est un petit peu la démarche qu'on a eue, parce qu'on avait un parc d'activité de 60 hectares à créer. On a pris 60 hectares de terre agricole, où on produisait, et on nous a dit, les services de l'État, après un diagnostic environnemental, nous ont dit il faut préserver 11 hectares qui sont classés en zone humide. Parce qu'il faut savoir, c'est que les zones humides, ce sont des zones qu'on sanctuarise, où on a le droit de rien faire. On n'imperméabilise pas, donc on fait des chemins doux, c'est tout, et on laisse ça à l'état naturel, et on doit les entretenir par contre. Alors, j'ai pas précisé, mais en fait, cette zone est basée à Dompierre-sur-Yon, en Vendée, oui. Sur la communauté d'agglomération de La Roche-sur-Yon. Il y avait une volonté de la collectivité aussi, avec Orion, de lancer ce projet? En gros, la collectivité, c'est elle qui nous a confié le projet. Donc il y avait effectivement une volonté de l'agglomération de La Roche-sur-Yon qui a la compétence sur les zones d'activité. Au-dessus également de la commune de Dompierre, dont le maire est présent dans l'Assemblée cet après-midi. Donc il y avait une vraie volonté d'essayer de faire quelque chose de différent sur ce parc d'activité. Et alors, je sais Sébastien que ça fait 20 ans que tu es aménageur, donc qu'est-ce qui t'anime le plus dans ce projet? Ce qui nous a le plus animé, c'est d'essayer d'aller plus loin que ce qu'on nous disait, et en plus aussi de me démontrer que finalement ce qu'on nous imposait de faire, c'était pas complètement abouti en matière d'environnement, et qu'on pouvait aller beaucoup plus loin, mais ça nécessitait aussi de forcer un petit peu la réglementation, parce que dans ce qu'on a fait, on a forcé la réglementation. Ce qu'on a fait, si on avait appliqué les textes qui s'imposaient à nous, on ne l'aurait jamais fait. Donc il a fallu discuter avec les services de l'environnement de l'État pendant 2 ans. Il a fallu prouver le caractère plus environnemental encore que ce que l'État nous demandait de faire de ce projet. Donc là, on voit la volonté de l'aménageur et de la collectivité d'aller sur un projet novateur, bleu. Éric, Leroy Logistique, quand vous avez voulu acheter un terrain sur la zone de Dompierre-sur-Yon, quelle a été votre réaction suite à la lecture du cahier des charges? Alors juste avant de réagir sur suite à la lecture du cahier des charges, simplement pour rappeler le contexte, puisque effectivement donc nous sommes basés entre autres donc aux Herbiers, et j'ai un client qui s'appelle le groupe Atlantique qui avait quelques problématiques de logistique, sachant que j'en gère une partie aux Herbiers et une partie également à Orléans. L'idée était de se rapprocher de leur usine de production. D'accord. Donc après échange, on a décidé de faire construire un bâtiment de 30 000 m². Donc il fallait effectivement que nous trouvions un aménageur. De surcroît, nous avons trouvé Orion qui nous a bien aidés, et donc effectivement on prend un terrain. Alors pour revenir à ta question, petite anecdote, effectivement quand je reçois le cahier des charges, je le lis en travers, et puis je me dis tiens c'est bien, mes futurs retraités, je saurai quoi en faire, pourront aller à la pêche au canard et cultiver des légumes. Voilà, parce qu'il y a un côté très environnemental dans le projet d'aménagement, à savoir effectivement d'avoir un jardin, une partie en jardin, voire
pas un étang, mais une mare à canards. Hein, l'idée, c'était ça. Effectivement, la première lecture, on en rigole. Le nom des canards coureurs d'Indiens. Ah, en plus, alors là, je n'avais pas saisi ça. Coureur d'Indien. Coureurs d'Indiens. D'accord. Donc ça donne une autre dimension au projet. Ouais, c'est ça. Et donc pour le coup, effectivement, après échange avec les équipes d'Orion, effectivement, on s'inscrit totalement dans ce projet, parce qu'au départ, on en rigole un petit peu en lisant oui. le cahier des charges. Votre vision du projet et des peut-être contraintes qu'on peut voir au début à la lecture du cahier des charges sont devenues une opportunité pour l'entreprise. À toute contrainte, au début, on réagit comme ça, puis après, on prend ça comme une opportunité. Comme un client, quand il vous donne une contrainte, il faut toujours le prendre comme une opportunité, puisqu'on peut se développer avec celui-ci. Et donc, effectivement, il y a un côté aussi environnemental, on ne peut pas le nier. Je suis dans le transport et la logistique, et on y est soumis au quotidien. On doit trouver sans arrêt des axes d'amélioration, et ça, c'est demandé par nos clients. Donc, pour le coup, on adhère complètement au projet. Et si effectivement, ce que je disais tout à l'heure à Sébastien, si effectivement ça marche, bien évidemment, moi j'avais une contrainte, je ne me vois pas avec mes équipes s'occuper du terrain, en tout cas la partie légumes, parce qu'on n'a pas le temps, mais effectivement il y a des idées là-dessus pour que ça soit fait par une tierce personne. À partir de là, ça a tout son sens et ça marchera bien. Donc on suivra avec attention en fait le développement de ce projet dans le cadre de Rupture. Il y a vraiment deux dimensions. Il y a la dimension agroécologie, produire, mieux utiliser les parcelles d'espace vert qui sont imposées aux entreprises. Et il y a une deuxième dimension, c'est aussi utiliser les zones humides pour produire, tout en préservant l'environnement et tout en renforçant la biodiversité. Parce qu'il faut bien savoir qu'un gazon, l'intérêt pour l'environnement, il est très faible. Par contre, si à la place de ce gazon, vous faites une mare et puis vous favorisez l'arrivée des batraciens, ça veut dire que derrière, quand vous allez produire, les batraciens vont avoir c'est une faune auxiliaire qui va permettre de produire sans entrants. Parce que le principe de l'agroécologie, on n'en avait pas parlé, c'est de produire sans entrants, sans machines agricoles et sans entrants qui soient chimiques ou non chimiques d'ailleurs. Donc c'est d'avoir une autoproduction avec une autosuffisance à l'intérieur du parc d'activité, dans les entreprises, sur les zones humides, avec le plus grand enjeu. On parle de préserver l'environnement, mais le plus grand enjeu des 20 ans à venir, c'est l'eau. Et aujourd'hui, notre plus grosse problématique sur ce projet, c'est la gestion de l'eau. C'est comment faire pour alimenter cette production avec l'eau uniquement du site, du parc d'activité, sans faire venir de l'eau extérieure. Voilà, juste. Donc là, on arrive bien à allier économie et environnement. Merci beaucoup. Je commencerai avec Pierre Darmet. L'objectif, c'était un petit peu de parler de l'expertise des Jardins de Galie, expertise sur le vivant dans les entreprises. Alors, qu'est-ce que le vivant dans les entreprises? À quoi ça sert? Le sujet a été un tout petit peu effleuré au préalable. Le vivant, c'est la nature, mais l'homme n'est pas exclu de la nature. Donc c'est l'eau, le sol, le végétal, la faune et l'homme, et donc toutes les interrelations entre ces différentes composantes des écosystèmes. Alors concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aménage, on conçoit, on aménage et on entretient des espaces de nature à l'intérieur des bâtiments, donc ce que vous avez ici par exemple, y compris de manière plus ponctuelle, et puis à l'extérieur, dans des environnements très souvent contraints, sur un bâtiment, des façades, des toitures végétales ou dans son proche environnement. Pour répondre à un enjeu qui est très très fort, c'est développer ce qu'on appelle les expériences de nature. On parle beaucoup de l'érosion de la biodiversité. Les membres de l'IPBES, le groupe d'experts pour la biodive, qui est l'équivalent du GIEC pour le climat, vous avez peut-être entendu ce chiffre en mai, 1 million d'espèces sont amenées à disparaître dans un horizon très proche. Ce qui est très inquiétant, c'est que les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'individus de chaque espèce, diminue de manière très très forte. Mais ce qui est peut-être encore plus grave, c'est que vous et moi, chacune et chacun d'entre nous, nous vivons depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, une extinction de nos expériences de nature. Nous n'avons pas besoin de la nature individuellement pour nous nourrir. Nous avons beaucoup moins qu'avant des agriculteurs et des filières agricoles. C'est un des enjeux qui a été cité préalablement. Et donc nous perdons le contact avec le vivant. Et moins on est au contact du vivant, moins on le protège, parce qu'on le connaît de moins en moins. Et donc la mission que nous nous sommes assignés dans notre entreprise, c'est que chacun devrait pouvoir bénéficier des bienfaits de cette nature. Et comme on est jardinier et agriculteur, concrètement, on vient les cultiver et développer
des services autour de cela dans les entreprises. Alors, je crois que vous avez quelques exemples à nous donner. Oui, alors on peut citer 3 exemples et 3 facteurs clés de succès, très très courts. En Vendée, Pouzauges, le siège de Fleury-Michon. Fleury-Michon a un métier, l'agroalimentaire. L'agroalimentaire tire sa source de l'agriculture. Une architecture vieillissante et un foncier, si je ne dis pas de bêtises, Jocelyn est dans la salle, d'une 15aine d'hectares, avec des jardins dans les proches abords des bâtiments. Les bâtiments sont rénovés. Qu'est-ce qu'on fait de ce jardin? Ce jardin, c'est à la fois accueillir, c'est ouvrir les bras, c'est un lieu d'accueil pour les clients, pour les collaborateurs. C'est aussi un lieu où on reçoit ses fournisseurs, mais ça peut être aussi un démonstrateur. Et donc nous en avons fait un parcours à la fois paysager, mais surtout potager, qui démontre différentes cultures de végétales et comment est-ce qu'on peut utiliser la faune locale pour cultiver de manière responsable, tout en rappelant le paysage du bocage vendéen dans la trame de ce petit jardin. Ça, c'est un premier exemple. Et on anime l'espace, plutôt que d'être un prestataire d'espace vert qui entretient et qui pousse la tondeuse du fameux gazon qu'on a cité préalablement, on vient aider les collaborateurs à se saisir de ce jardin. Un deuxième exemple qu'on peut citer, c'est un petit peu plus au sud, en allant près de Bordeaux, une résidence de logement pour Crédit Agricole Immobilier. Hein, vous avez peut-être entendu parler des lois Pinel, etc. Il y a des gens qui investissent dans du locatif, dans des logements. Eh bien, on a créé un jardin partagé dans ce logement-là. Et puis un troisième exemple, peut-être aussi un peu différent, Aubignon, donc au sud de Nantes, dans la zone d'activité de la forêt, là où nous sommes installés, la bien nommée zone d'activité de la forêt, puisqu'il y a un petit bois qui l'aborde. Eh bien, nous avons créé un rucher inter-entreprise. C'est-à-dire que plutôt que de mettre des ruches dans une seule entreprise, ce que l'on fait, et d'ailleurs je vous invite à aller voir Jocelyn Aubignon le 4 octobre pour la dégustation du millésime 2019, de tous les miels d'entreprise, eh bien on s'est regroupé avec plusieurs entreprises, on a créé un grand rucher et on a évidemment favorisé les fleurs dites mellifères, c'est-à-dire qui sont favorables aux insectes pollinisateurs. Et s'il y a 3 facteurs de succès qu'on doit retenir dans tous ces projets, et je pense que c'est important que vous soyez là en tant que chef d'entreprise, c'est d'abord le leadership, parce que ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas une impulsion qui est donnée. Après, le projet, on ne sait pas d'où il vient, on a du mal à le tracer, mais à l'origine, il y a des gens qui sont aux manettes et qui disent « Ok, on y va ». Le deuxième sujet, c'est la co-conception. C'est-à-dire que décréter un projet et décréter des usages, ça ne marche pas. La résidence dont je parlais de logement, on a dit aux gens « Allez-y, faites du potager ». Eh bien, on a rétro-pédalé, et maintenant c'est ce qu'on fait sur tous nos projets, et les promoteurs sont convaincus de ça, c'est qu'on associe en amont, au cours de 2 à 3 ateliers, vous achetez votre appart sur plan, vous faites 2 à 3 ateliers, c'est vraiment pas grand-chose, pour définir ensemble ce qu'on va mettre dans le jardin. Parce que certains ont envie de faire du potager, d'autres ont envie d'avoir juste des plantes aromatiques, d'autres ont envie d'accueillir la flore et la faune locale, d'autres ont envie d'un espace plus récréatif, parce que la pelouse, elle n'est pas dénuée d'intérêt écologique, pas totalement, mais on pourra en reparler, et surtout, elle est très intense en usage pour jouer au foot avec ses enfants ou entre adultes. Et puis le troisième point qui est extrêmement important, c'est qu'on n'est pas tous, on n'est plus des jardiniers nés. Et donc il y a un métier qui est extrêmement simple qu'on a un petit peu oublié, c'est celui de jardinier, c'est celui d'agriculteur. Et donc la médiation, elle est au cœur de ce sujet. Si on a une tierce partie qui connaît le boulot, alors on facilite les démarches d'appropriation participative. Décréter qu'on va faire du participatif en laissant des espaces, c'est bien, mais c'est pas très compliqué. Et la plupart du temps, ça ne marche pas. Regardez dans certaines villes les pieds d'arbres et les débats qu'ils provoquent. Par contre, si on vous montre une fois ou deux, ben voilà, c'est parti. Ce que je retiens, c'est le lien avec la nature, reprendre du lien avec la nature, mais aussi, en fait, ça permet de co-construire, échanger, et donc créer du lien entre des personnes. Ça peut être désagréable. Voilà. Ouais, ça peut être sympa de temps en temps. Ouais, j'espère en tout cas que vous êtes tous ici pour créer du lien aussi entre nous. J'ai demandé justement à Mathieu de nous donner un petit peu son expérience, parce que là on parlait de lien avec la nature, mais aussi de lien entre entreprises, entre salariés, sur le parc Éco 85 en Vendée, où sont les cafés annuaires, ton entreprise. Tu as initié une idée de projet. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Bien sûr, donc Pierre a déjà dit beaucoup de choses. L'année dernière, aux Journées Bleues, je faisais partie d'une commission qui était intéressante puisque j'y connaissais rien. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. C'était sur l'agriculture urbaine. Dans mon entreprise, j'avais une réserve foncière pour au cas où j'agrandirais, mais on ne sait pas trop. J'avais prévu ça dans 2-3 ans. Et puis on s'était dit, on va peut-être y mettre un jeune maraîcher, on va essayer de lancer quelqu'un. Le but, c'est toujours d'en faire profiter également les salariés. On s'était dit, il va faire pousser ses fruits, ses plantes, ses légumes. On en récupérera un petit peu, et tant mieux pour lui, il pourra le revendre. Dès que c'est sur un terrain privé, c'est bien très compliqué.
L'agglomération de La Roche a entendu parler de notre projet et sont venus un petit peu nous voir pour savoir où est-ce qu'on voulait aller. Alors, chez Café Albert, on a déjà nos abeilles, ce sont les employés qui s'en occupent depuis un moment, c'est eux qui font la récolte. Et on est Vous très avez eu une démarche avec un prestataire pour vous approprier Non, c'est rapproché de l'abeille vendéenne, tout simplement. On a c'est nos ruches, c'est nos pour essaims. savoir, parce que c'est bien de Il y a voir différentes toutes les façons de faire. Aujourd'hui, je pense que les associations concernant les abeilles sont un peu débordées. Hein. Donc aujourd'hui, il y a des prestataires. Hein. Donc nous, on a cette chance-là. C'est nos abeilles, tout est à nous. Donc c'est pratique. Donc le miel, on garde tout pour nous. Donc on est très impliqué dans la biodiversité. On recycle notre marc de café, on recycle aujourd'hui nos gobelets. Et puis on avait une demande également sur les salariés, sur moi je suis toujours en recherche de bien-être. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire pour les salariés, pour qu'ils soient bien. J'ai également des salariés qui n'ont pas la chance d'avoir de jardin. Et l'aglo est donc venu nous voir en nous disant, écoute, sur le parc Éco 85, et moi régulièrement j'allais solliciter l'aglo en leur disant, venez tondre vos terrains parce que c'est le bordel. Tu embêtais un peu la collectivité en fait. Ben, je les embêtais parce que je trouvais que c'était ça, quand des clients C'est qu'ils sont arrivent, dans la etc. C'était leur terrain et je pense que c'était à eux de tondre, etc. C'était très bon enfant, il n'y avait pas de souci, ils venaient. Et puis un jour, en bonne intelligence, ils m'ont dit, écoute, on a un terrain. De toute façon, il ne sera jamais constructible. Il nous coûte cher, puisqu'on vient le tondre régulièrement, puisque tu nous appelles régulièrement. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Est-ce que tu peux monter un projet? C'est là qu'on s'est rapproché, on s'est rapproché de mes salariés en disant, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Et puis, on s'est rapproché de Rupture en disant, qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Et puis, tant qu'à faire, moi, en tant que chef d'entreprise, on a cette chance-là, on fait partie de beaucoup de réseaux. On rencontre beaucoup de gens, des gens d'expérience, des experts. Et je trouve que nos salariés, ils n'ont pas cette chance-là, parce que, à part les gens qu'on voit tous les jours, je pense qu'il était relativement intéressant de rencontrer les salariés d'autres entreprises, de partager leurs expériences. Et puis on a également des salariés qui peuvent se révéler sur des thèmes comme cela. Donc c'était important d'impliquer les salariés, et donc là je peux passer la parole à Romain, parce que suite à cette idée, tu as lancé sur Parc Éco, on a pu en plus avec Rupture et aussi Veolia, eh bien, lancer un premier groupe d'entreprises sur la zone. Je rajoute juste que l'objectif, c'était que nous, les chefs d'entreprise, on se retire du projet. Ce sont les collaborateurs qui prennent la main et c'est eux qui font ce qu'ils veulent sur ce terrain. Et donc Romain, salarié de Veolia, est engagé dans ce projet. Oui, c'est ça. Donc j'ai connu le projet effectivement grâce à l'adhésion de Veolia au niveau de Rupture. C'est parti de la direction, un petit peu comme, voilà. comme chez Café Albert, mais ça a été aussi là, lancé après. De par mon poste, j'occupe aussi, j'ai une mission de RSE. Il faut savoir que Veolia, effectivement, peut-être la multinationale, mais qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce souhait de service en local, de se rapprocher des clients. Et du coup, c'est ce qui a permis en fait aux différentes agences d'obtenir une autonomie en fait, dans une prise de décision complètement libre. Nos déchets se cassent la figure, ils n'ont plus envie de rester avec nous. Et du coup, entre le poste et puis cette fibre qui anime aussi bien une grande partie des collaborateurs que de la direction, c'est aussi ce qui fait que ça a marché et que ça a permis de faire un déclic. Je me suis retrouvé effectivement à suivre ce projet. Donc, alors, je sais que tu es en lien beaucoup avec notre chargé de projet Mona, voilà. qui a rejoint Rupture. Et qu'est-ce que ça apporte en fait en tant que salarié et vis-à-vis aussi des autres entreprises? Est-ce qu'il y a des liens qui se sont créés? Vous le connaissiez avant? Oui, du coup, effectivement, il y avait, en fait, on est tous voisins. C'est vrai qu'on n'avait quasiment aucun contact avec les entreprises voisines, à part les chefs d'entreprise qui se connaissent de par cette proximité-là. Ces premiers débuts, finalement, nous ont permis de faire quelques réunions, justement, avec les différents salariés qui étaient intéressés par le projet au niveau de chaque entreprise. Et de là, donc, de déboucher petit à petit sur la création d'une association, donc avec justement le retrait de la direction de chaque entreprise pour dire maintenant, ce projet-là, c'est pour vous, les salariés, c'est vous qui allez le porter. Donc, on va vous aider, effectivement, à monter donc, les statuts, on va vous aider financièrement à faire un fonds de roulement.
Et les diverses sollicitations qui ont été faites au niveau de nos collaborateurs ont montré que pour l'instant, ce qui était plutôt envisagé, c'était un espace de détente, un espace ludique, donc avec la possibilité d'avoir des tables de pique-nique, ne serait-ce que de sortir sur le temps de midi, s'aérer, pourquoi pas une piste de boules, de molki. C'est des choses finalement qui sont faciles aussi à mettre en œuvre. Très simple. Voilà, de par le matériel, les équipements nous qu'on utilise au quotidien pour nos travaux, voilà, c'est très simple de mettre ça à disposition pour l'association et de faire avancer le projet. Et si ça marche, voilà, c'était aussi le but de mutualiser. Donc, comme Mathieu disait, les ruches, on a aussi en parallèle ce projet-là chez nous au niveau de l'entreprise. On a déjà fait une ébauche de petits potagers à l'agence de La Roche. Et donc, c'est pourquoi pas de mutualiser ça et de créer du lien avec nos voisins. Donc, si je comprends bien, c'est une première étape et il y aura de nombreux autres projets en fait, ou actions bleues sur cette zone d'activité. C'est ça. Beaucoup d'opportunités. Pourquoi pas faire transformer cette zone même à, comme ça avait été évoqué au tout début, un petit verger permaculture, une mare, la création d'une mare pour devenir une zone de préservation faune-flore, biodiversité, etc. Et c'est infini. D'accord, merci à vous trois pour ces témoignages et je crois qu'on comprend bien que c'est le lien aussi entre les personnes, les salariés, les chefs d'entreprise qui fera qu'on arrivera à développer des projets bleus et actions, notamment sur des zones économiques. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Projet de mutualisation et valorisation des déchets. Donc Alain, membre fondateur de l'association Rupture, mais aussi dirigeant d'entreprise. Comment tu as lancé cette idée ? En fait, c'est très simple. Alors, c'est un vieux sujet. Comment mieux collecter ou ramasser ces déchets, c'est pas nouveau, mais on va essayer de faire quelque chose. On a lancé l'opération. L'idée vient en fait au contact du groupe Duré, Alain Duré, constructeur d'immeubles, avec ses collaborateurs. C'est sur un projet qui s'appelle le Séquoia, La Roche-sur-Yon, où j'entends un jour Alain à une réunion Rupture qui dit sur ce projet-là, on va faire en sorte de trier tous les déchets. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le bâtiment, la coutume est souvent... On parlera de ce projet juste après. Sur ce projet, il sera évoqué tout à l'heure. La coutume sur le bâtiment, dans les métiers du bâtiment, souvent, c'est de mettre des bennes au compte prorata, c'est-à-dire c'est payé par un pourcentage du chantier. Et souvent, malheureusement, c'est une benne DIB, donc ça part en enfouissement. Et donc, autour de ce projet, dont VFE, l'entreprise que je dirige, fait partie, qui travaille sur un des lots, j'ai trouvé l'idée bonne parce qu'en fait, VFE fait partie des entreprises qui sont structurées sur la gestion des déchets, sur le tri et la collecte, mais pas forcément toutes les entreprises, pour plein de bonnes raisons. Et on s'est dit, on va en fait rebondir sur cette volonté de maître d'ouvrage, ça reste plutôt rare, pour mettre en place une organisation, partager nos savoir-faire, etc. Et première réflexion, on s'est dit, peut-être qu'une déchetterie pro, déjà utilisée par certaines entreprises, peut être une idée intéressante. Enfin, plutôt aujourd'hui, une déchetterie citoyenne. Et puis rapidement, avec des experts, je me souviens d'une réunion avec une personne de Trivalet, j'ai oublié son nom, nous dit non, aujourd'hui la déchetterie pro, en tout cas c'est peut-être une solution, mais il faut aller plus loin. Commencez par réfléchir à rassembler vos déchets, étendre la plage de tri, parce qu'en fait on se rend compte qu'on a tous des déchets de petits volumes, mais associés à ceux de nos voisins qui parfois sont des grands volumes, eh bien ça nous évite de les mettre dans la benne DIB. Et c'est le premier travail qu'on a fait. Donc on a pris un échantillonnage sur la zone nord de 30 entreprises, environ 1000 salariés, de toute nature d'activité, et on a commencé par recenser la nature de nos déchets, en nature, en volume, en poids, et avec les prestataires qui les collectaient. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait des nouveaux déchets qui étaient triés chez nos voisins. Donc ce travail est en cours. Je prends 3 exemples. VFE aujourd'hui qui trie déjà environ 30 natures de déchets, ça paraît beaucoup, mais en fait ça reste relativement facile. Eh bien, on en trie 3 nouveaux, et au-delà des triés, on les partage avec nos voisins. Le bois traverse la route pour aller chez Florent Blanchard, entreprise PDS et Vin des Fibres. Donc les palettes partent chez lui, parce qu'il est fabricant de palettes. Le textile qui enveloppe les mâts d'éclairage public, vous savez, les mâts des rues, sont des textiles de protection, intéressent le groupe Beneteau, qui est un voisin, parce qu'il va en faire aussi à nouveau des protections. Et puis une dernière chose, c'est la Dauphine qui intéresse l'entreprise Séric, Gaël est là, je crois, oui, il est dans pour emballer des petits colis. Donc voilà, vous voyez qu'au travers de 3 réunions, on a fait le point, le bilan de nos déchets, on a mis en place des tris, enfin ils vont se mettre en place rapidement, à la fin de l'année ça sera en place,
Et puis on est allé voir comment travaillaient nos voisins, nos collègues. Il y a des visites, on va d'entreprise en entreprise pour voir ce que font les autres et on découvre des choses intéressantes. On est allé chez Thierry Dillon il y a 15 jours. Qui est dans la salle aussi. Qui doit être dans la salle, je ne l'ai pas vu, mais qui trie des huiles souillées, qui utilise des huiles bio de très grande qualité. Donc voilà, on découvre des choses extraordinaires et je trouve que c'est très beau. Et je crois que tu as emmené dans cette aventure après un autre chef d'entreprise de par le réseau Cobati, donc Philippe Fouché, qui est juste à côté de toi, et qui s'est posé la même question sur une autre zone d'activité. Oui, bonjour. Et dans un contexte un petit peu différent peut-être. Donc nous, on a voulu lancer le même projet dans la zone sud. Ce qu'on a voulu, la différence, c'est qu'on a voulu intégrer des étudiants de l'IUT de La Roche-sur-Yon, qui sont en licence pro de gestion de déchets. Donc là, on est au tout début de la démarche. On a créé un comité de pilotage. On a créé un comité de pilotage, donc avec des référents entreprises, donc avec Sébastien et moi-même, entreprise Terrien, avec des représentants techniques, donc il y a CCI, CAPEB, Chambre des métiers, rupture plutôt en animation. Et donc le projet est au début, on nous a fait une première réunion pour lancer le projet au mois de septembre, le 10 septembre, avec les élèves, l'IUT. Et c'est parti. Et c'est parti. Et on fait aussi des actions transversales ou des visites nord-sud. Donc j'ai assisté aussi à des réunions vous arrivez au nord. à vous parler entre zones. C'est vrai qu'à chaque réunion, on apprend quelque chose, on dit tiens, toi aussi tu tries ça. Ah oui. Donc c'est enrichissant. Les simples échanges permettent d'avancer sur la gestion de vos déchets. Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors j'avais ajouté à la table, à ce petit moment d'échange, Sébastien, parce que je sais que Sébastien a toujours une petite anecdote. Pourquoi tu t'es lancé avec Philippe dans ce projet et surtout comment tu as convaincu ou je ne sais pas si c'est convaincu ou impliqué tes équipes. Voilà, impliqué. J'aime bien la petite histoire, tu vas nous la raconter. Voilà, donc juste pour pas recadrer ni recentrer, mais pour préciser, moi je suis toujours salarié d'entreprise. M'a été proposé effectivement de rentrer dans l'actionnariat d'entreprise, donc je suis rentré dedans et il y a des choses qu'on voit en tant que salarié, qu'on constate dans une entreprise comme la nôtre. Et effectivement, dans le bâtiment, il y a beaucoup de déchets, comme disait Alain tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de déchets qu'on voit. Et bon, après, on n'a pas tous les tenants aboutissants financiers. Donc en rentrant dans cet actionnariat, on a accès à plein de documents. Et un jour, en discutant avec la comptable, je dis tiens, c'est marrant, il y a des lignes rigolotes là. Je dis c'est quoi ça, gestion déchets, prélèvement ci, prélèvement ça, tu fais le total. Et on me disait tiens, c'est marrant, 22 000 euros de déchets par an de traitement. Le DIB, c'est 135 euros la tonne à l'heure actuelle. C'est passé par contre de 85 à 135 sur l'espace de 4 ans à peu près. Donc c'est vrai qu'autant ce qui a été prévu avant, ce qui a été monté avant, on ne faisait pas forcément attention à tout ce traitement mis en place. On avait le problème qu'on évoquait tout à l'heure où on fait comme ça, de toute façon on ne sait pas combien ça coûte, on fait. Bon, on fait. Et du coup, moi, 22 000 euros, ça m'avait percuté. Et un jour, en déconnant, d'où l'anecdote, je dis, tu sais pas, Lydia, tiens, tu vas sortir 2 000 euros de liquide, et puis le prochain vendredi, où on va faire notre petit apéro, un petit moment en convivialité, je vais les foutre à la poubelle. Bah, il me dit, pas, tu fous là. Je dis, non, mais je vais les foutre à la poubelle, on va juste regarder un truc, c'est combien il y en a qui vont aller les chercher. Et je dis, ça va pas. Alors, on est resté sur cette idée en rigolant, je l'ai présenté à 2-3 personnes dans l'entreprise, et effectivement, en rigolant, je dis, c'est vrai que c'est complètement débile, hein. Donc, tiens, on va essayer de créer quelque chose. Donc c'est vrai qu'on s'est rapproché avec Philippe parce qu'on a vu des échos, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, c'est vrai qu'on a lancé tout ce projet avec l'IUT. Et l'idée, ça va être ça, c'est de mutualiser un peu l'ensemble des moyens qu'on a, toutes nos différentes valeurs qu'on a dans cette zone sud, où on a quand même une certaine d'entreprises. Donc tous avec des besoins, puis des déchets différents qui peuvent servir à l'un ou à l'autre, faire des rotations, enfin mutualiser les moyens. Là, dans l'enjeu financier, voilà. Il y a aussi le fait de pouvoir se rapprocher. Tout à fait. Et de pouvoir avoir aussi une action concrète environnementale. Exactement. Même en tant qu'artisan. Oui. Comme quoi, tout est possible. Tout est possible. Merci beaucoup à vous trois. On va passer au tableau suivant. Donc merci à vous trois d'être venus. Alors comme on est à Saint-Nazaire, l'objectif c'était aussi de pouvoir témoigner d'un projet, parce que là, sur le territoire aussi il y a des actions bleues, environnementales. Donc Guillaume, je voulais que tu nous expliques un petit peu, toi en tant qu'expert énergie, quel était le projet et la démarche que vous avez lancée il y a quelques années sur Saint-Nazaire, avec la collectivité, mais d'abord sur ta parole d'expert. Merci Stéphanie, bonjour à tous. Donc, Guillaume Acarion, moi je suis responsable de la société Acajou, qui fait du conseil en efficacité énergétique, énergie renouvelable.
Donc merci de nous donner cette occasion de présenter un projet sur le territoire nazérien. Donc on va parler d'écologie industrielle et territoriale, donc une zone d'activité portuaire. Il faut imaginer donc une zone assez propice au niveau industriel, avec des entreprises assez importantes. Donc l'écologie industrielle, on a déjà eu des exemples précédemment, c'est de la mutualisation ou de l'utilisation d'un déchet par une autre entreprise pour en faire une ressource. Donc ça fonctionne aussi pour l'énergie. Un exemple qu'on a sur le port, c'est le terminal méthanier. Donc les bateaux ici arrivent remplis de gaz liquide, donc très, très froid, et on utilise la chaleur qui est dégagée par une usine électrique de production d'électricité pour réchauffer ce gaz qui ensuite est injecté sur le réseau. Donc la zone avait déjà des activités comme ça d'échange d'énergie. Donc on a commencé en 2013. Donc je vais plutôt vous expliquer un petit peu la méthode et je pense que on parlera des projets voilà, juste après. Adine et Mathias vous parleront plus des enjeux et du rôle du port et de la collectivité. Donc la méthode c'est assez simple, donc il faut discuter, on a vu les exemples précédents, donc mettre des entreprises et des chefs d'entreprise autour de la table pour discuter. La difficulté qu'on peut avoir ici, c'est qu'on a des sociétés qui font plusieurs milliers de salariés. Donc avant de trouver les bonnes personnes pour discuter, ça prend déjà un certain temps. Surtout qu'on partait de zéro, pas d'association d'entreprise sur la zone portuaire, donc pas forcément d'habitude de discuter ensemble. Donc animer en faisant discuter les personnes et puis rajouter un peu d'expertise, l'énergie, les déchets, l'eau, pour accompagner les discussions et essayer de faire ressortir des projets, des plans d'action. Donc ça nous a pris 6 mois de visiter, détecter les entreprises pionnières qui allaient ensuite, elles, sur lesquelles on va pouvoir se reposer pour attirer les autres. Donc je vous passe un petit peu les détails, mais on a des conférences plénières, des ateliers thématiques sur l'énergie, les déchets, l'eau. Et donc on a abouti à un certain nombre d'actions. Combien d'actions au total, à peu près? On en a identifié une vingtaine, à peu près, qui sont à différents stades, réalisées, en cours. Donc il y a des actions qui peuvent être très ambitieuses, qui peuvent mettre du temps à se mettre en place, des smart grids, des réseaux de chaleur, des choses comme ça. Il y a des actions qui sont beaucoup plus simples, par exemple l'achat groupé d'énergie, de se regrouper ensemble pour mieux acheter son énergie. Sur les déchets aussi, il y a eu de mutualiser des camions qui permettent de compacter le bois pour économiser des transports de camions. Des choses aussi qui peuvent servir peut-être à d'autres, on a parlé de jardin partagé, donc d'utiliser des caisses d'emballage en bois usagées pour faire des jardinières, des choses qui ont pu se mettre en place. Et puis un exemple sur l'eau, donc on a une usine qui produit de l'eau déminéralisée en quantité importante, et d'autres entreprises qui en ont des besoins à côté, donc on les a mis ensemble, et du coup elles ont pu mettre en place une production d'eau déminéralisée et une vente dans une entreprise voisine. Donc en fait, vous avez été le facilitateur de la détection, de l'identification de l'ensemble de ces vingtaines d'actions. Et voilà. Maintenant, certaines sont en cours de réalisation. Et justement, pour en parler d'une d'entre elles, notamment sur les réseaux de chaleur, alors c'est peut-être un projet un peu plus complexe, comme vous l'avez dit, eh bien, c'est Adeline Thomas de la Carène qui va nous expliquer le projet qui est en cours sur les réseaux de chaleur sur Saint-Nazaire. L'objectif, c'était à la base de repérer les gisements de chaleur fatale, ce qui a été fait dans le cadre des diagnostics réalisés par Acajoule, pour les remettre dans un réseau avec de la biomasse, pour avoir un réseau de chaleur essentiellement sur des énergies renouvelables. Donc les gisements ont été identifiés. Aujourd'hui, après avoir brassé au total 18 scénarios, et de clients et de fournisseurs d'énergie. Il y en a 2 qui tiennent la route aujourd'hui. Un relativement classique, biomasse classique, un autre à partir de biomasse issue de l'industrie agroalimentaire. C'est là où il y a des sujets encore sur le feu en réflexion. Et par ailleurs, sur l'autre partie du réseau surmontoir, là l'idée c'est de récupérer de la chaleur issue de la turbine de production d'électricité de la centrale combinée gaz pour alimenter un ou plusieurs sites industriels environnants. Alors, petite question, moi j'avais sur le rôle de la collectivité, parce que là on voit Guillaume qui était en tant qu'expert, on l'a entendu tout à l'heure, il faut des experts aussi sur ces projets, mais là est-ce que la collectivité a été facilitateur, comment elle peut impulser ces synergies entre les entreprises?
et notamment sur des gros projets, peut-être comme réseau de chaleur ou autre, mais peut-être un peu plus complexe. Au-delà de ça, la démarche d'écologie industrielle, au départ, elle est impulsée par le Grand Port Maritime et la Carène. À la base, c'est une démarche qui est initiée par le port et la Carène, financée par le port et la Carène, et du coup, derrière, après, l'aglo a un rôle, on l'a vu à plusieurs reprises, de tiers de confiance. On nous donne plus facilement les données sous couvert de confidentialité, bien sûr, et de leur traitement, et d'animateurs, facilitateurs des démarches. On a toujours été avec le port, aux ateliers pour permettre les discussions de se faire après le retrait d'Acajou et d'écosystèmes notamment. Alors justement, Mathias, vous êtes du Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire, ce que j'avais fait, qui a changé de nom il n'y a pas très longtemps, je vais faire remarquer. Donc quels sont les enjeux en fait pour le Grand Port actuellement? Alors, les enjeux, c'est l'attractivité d'une zone portuaire. Le port vit essentiellement du trafic d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon. Ces énergies, dans les années à venir, soit à court terme pour le charbon, soit à moyen terme pour les autres, sont amenées à baisser pour les enjeux climatiques et sanitaires. La démarche d'écologie industrielle, en fait, elle est venue, enfin, nous on l'a pris comme un moyen de préparer le port du futur et de marier l'économie et l'écologie. Je travaille au service environnement de sport énergétique, donc c'était un peu l'occasion de faire les deux. Et c'était aussi, on en a pris conscience lors d'une réunion organisée par un universitaire qui s'appelle Nicolas Matt, qui avait sa thèse sur l'écologie industrielle dans le milieu portuaire. C'était en 2013, donc comme le disait Guillaume. Et en train du retour de Paris avec les collègues de la Carène, on s'est dit, on a un terrain de jeu super intéressant, dans la zone portuaire, on a plein d'industriels. Il y a l'occasion d'identifier les synergies de flux de matière entre eux et de travailler à rendre un peu plus vertueux la zone portuaire. Et aussi avec une accroche économique pour intéresser les chefs d'entreprise qui étaient sur place, qui sont pour la plupart des responsables de sites. Ce sont des filiales de grands groupes, beaucoup. Parce que vous avez beaucoup de grands groupes sur beaucoup de sur grands la zone. groupes, et on s'est aperçu que ça pouvait changer un peu la donne quand même, puisqu'ils n'ont pas forcément tous les leviers pour prendre les décisions localement, ça doit rentrer dans les clous en termes de leur business model. Donc l'idée c'était de préparer le port à la transition énergétique et écologique. Donc on travaille sur l'attractivité économique et écologique. Et si vous pouvez avoir un peu un bilan là après alors, le quelques bilan, années alors, il y a d'engagement de cette démarche? Ouais, l'engagement, en fait au début on craignait qu'il n'y ait pas forcément d'accroche dès le départ, parce que le terme écologie industrielle, on ne savait pas trop quelle est l'accroche, il y a une forte accroche dès le départ, un gros intérêt. Bon, les équipes de Guillaume ont bien travaillé sur le sujet aussi, ont bien amené les choses. Je dirais qu'au bout d'un certain nombre d'années, il reste la lacune qu'on a identifiée dès le départ, dont a parlé Guillaume, c'est l'absence de club d'entreprise vraiment dédié au projet dès le départ, ce qui fait qu'à chaque fois, il faut qu'on s'intéresse sur des dossiers particuliers pour lesquels il y a un intérêt pour l'entreprise. Et par contre, on a beaucoup de projets différents qui sont identifiés. Et nous, dans le rôle port Carène, gestionnaire du territoire, au-delà d'identifier la synergie, on mène aussi les études technico-économiques pour arriver à prouver que, ou pas, ça dépend des résultats des études, que ça peut être intéressant. Ça a aidé aussi à la mise en réseau des entreprises. Lors du dernier projet sur lequel on a travaillé, qui est une station GNV pour les poids lourds, il y a beaucoup de poids lourds sur son portuaire, le fait de travailler ensemble, d'avoir déjà préparé le terrain avec l'ensemble des entreprises, a facilité l'obtention de lettres d'intention des entreprises pour acquérir des poids lourds GNV qui s'étaient engagés à aller dans la station dans laquelle il va s'implanter pour sécuriser son modèle économique. Donc je veux dire que les bénéfices ils sont soit directement sur certains projets de synergie, il y a des projets de microalgues ou autres, soit indirectement sur d'autres projets qui sont un peu plus à la marge, parce qu'il n'y a pas d'échange de flux physique entre entreprises, mais la création d'un réseau sur des sujets un peu plus de transition, un peu plus vertueux, a été facilitée par la démarche. D'accord, très bien. Donc je retiens quand même que là aussi c'est une question de synergie et de lien entre les entreprises et que une des difficultés ça a été de créer ce lien vu que vous n'aviez pas de club d'entreprise et de pouvoir faire échanger les entreprises. Même si on n'est pas comme sur les déchets sur des projets plus complexes, on a toujours cette collaboration et cet échange qui est essentiel. Merci beaucoup à vous trois. Merci pour votre témoignage. On voulait faire un focus et puis même je crois qu'Alain Baudet aussi, notre membre fondateur, a aussi lancé le sujet. On parle souvent du bâtiment zéro déchet. Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de l'expérimentation que vous avez lancée sur La Roche-sur-Yon? Donc bonjour à tous. Alors oui, dans le cadre du
du projet bâtiment zéro déchet, on a souhaité, sur une opération qui est située à La Roche-sur-Yon, sur un quartier qu'on a nommé les Prairies d'Éden, sur l'opération du Séquoia, de lancer cette expérimentation du zéro déchet, se dire que c'était peut-être pas totalement une utopie. Et même si on l'a rebaptisé dans un premier temps, revalorisons nos déchets, on a souhaité sensibiliser les entreprises, parce que comme le disait tout à l'heure Alain Bonnet, habituellement sur les chantiers, on a des bennes qui sont au compte prorata, où chaque entreprise vient mettre ses déchets. Et du coup, comme elles sont communes, personne n'est vraiment sensibilisé à la quantité de déchets qu'on met. Et puis les opérateurs qu'on a ne savent pas forcément le coût et l'impact environnemental. Donc ces bennes partaient en enfouissement, et puis quand elle est pleine, on en ramène une autre, et voilà. Alors on dit souvent que le métier du bâtiment, c'est pas facile de faire changer les choses. Quel était le secret pour vous de fédérer en fait tout le monde autour de ce projet? Comment vous avez fait? Quand on a lancé l'opération, on a commencé par les sensibiliser en réunion de chantier. On a eu plutôt un écho favorable des entreprises. Notre difficulté, ça a été que chaque entreprise n'avait pas du tout la même approche. On avait des entreprises, par exemple l'entreprise de Placo, qui avait déjà une déchetterie en interne et qui revalorisait 95% de ses déchets. À côté, on avait des entreprises qui ne traitaient pas du tout les déchets. Donc on a commencé par supprimer les bennes, pour que chaque entreprise sache sa quantité de déchets, les identifie et les ramène. Ça n'a pas choqué, ça? On a eu un petit peu de réticence, mais on l'a expliqué. On l'a expliqué pour amener des avantages pour chaque entreprise. Donc en expliquant que si on traitait mieux nos déchets, si on les identifiait mieux, d'abord on aurait un chantier beaucoup plus propre. Et que du coup chaque compagnon aurait un cadre de travail plus agréable et aussi plus sécurisant. Et alors, est-ce que vous allez systématiser cette démarche sur tous vos chantiers maintenant? Oui, on souhaite la systématiser. On a une deuxième opération qui va commencer à Nantes. Sur le même type, le but c'est d'aller encore plus loin, de continuer à sensibiliser les entreprises et de mettre des nouvelles actions. Je précise qu'on sera toujours dans la boucle rupture pour aussi transmettre un petit peu les retours d'expérience sur ces projets et pouvoir diffuser au maximum et qu'on puisse continuer à démultiplier ce type de projet de zéro déchet. Alors justement, on parle bâtiment de demain. Donc là, c'était plus gestion du chantier, de la construction. Pierre, tu parlais du vivant dans les entreprises, mais à un moment, tu as dit vivant dans le bâtiment. Alors qu'est-ce que c'est le vivant dans le bâtiment? Et tu nous as expliqué aussi, avec Mona, la chargée de projet, qu'il y avait des projets de biomimétisme. Tu peux nous expliquer un petit peu le concept des Jardins de Galie sur ça? Oui, alors on n'est pas du tout des grands spécialistes du sujet. Il y a plein de mots-clés avec bio. Bio, c'est le vivant. La première des choses, c'est, on a parlé tout à l'heure des expériences de nature, c'est replacer l'homme au cœur du sujet. Alors il y a un mot qui est à la mode qui s'appelle la biophilie, l'amour du vivant. Donc concrètement, c'est comment est-ce qu'on peut imiter la nature à l'intérieur des bâtiments, puisqu'on vit à peu près, je crois, 80% de notre temps en intérieur, en moyenne évidemment. Je ne veux pas dire ça à nos compagnons qui sont sur le terrain, parce qu'eux ils sont plutôt dehors, mais en moyenne, on vit 80% de notre temps en intérieur, puis il y a plein d'enjeux. Il y a quelques jours, c'était la journée pour la qualité de l'air. Ce que j'allais dire. Voilà, l'air intérieur est entre 5 et 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc la biophilie, c'est extrêmement important. C'est comment est-ce qu'on fait pour imiter la nature à l'intérieur du bâtiment. Donc ça va être dans les matériaux, ça va être dans les vues, ça va être dans les formes. Et évidemment, faisons en sorte que le vrai vivant soit accessible. Une vue vers l'extérieur, ça permet d'abaisser par exemple l'absentéisme de l'ordre de 10%, et puis tout un tas d'autres gains si on veut monétiser le sujet, au-delà des liens humains que ça crée, et puis aussi à l'intérieur. Et le biomimétisme, c'est une démarche encore plus globale, qui effectivement est de plus en plus appliquée à la conception de bâtiments, et qui permet à la fois dans les matériaux employés, dans les process utilisés, d'imiter le vivant. Charles l'a dit en introduction, et ça fait le lien avec le sujet précédent, l'espèce humaine est la seule qui génère des déchets. Alors elle génère des déchets, les autres aussi, mais elle les consomme. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut notamment appliquer l'économie circulaire et l'élargir au territoire. Et je pense qu'en la matière, il y a un exemple récent qui a impliqué beaucoup d'entreprises de rupture, c'est la fabrique rupture.
Parce que voilà. tu anticipes ma question. Alors, on n'a pas répété suffisamment, désolé, on va vous la refaire. C'est parfait, donc parle-nous de la fabrique de rupture. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire que les images qui étaient assez éloquentes, et je pense que les uns et les autres qui on remet juste dans le contexte un petit peu. Oui. Donc Floralie, à l'initiative d'Alain Duret, une parcelle, on va dire un espace d'une surface très significative qui est confiée dans un temps relativement court aux entreprises. Je crois que vous avez fait ça en moins de 3 mois. Ouais, voilà, c'est ça, avec un rush d'un mois bien intense. Je crois que les équipes de rupture aussi ont... Aussi, voilà, certaines s'en souviennent, certains aussi. Et au final, c'était une très belle aventure, ça a été le prix de l'innovation au Floralie. Donc les Floralie, c'est un rassemblement qui a fêté, je crois, ses 50 ans, qui est assez ancien, qui est dédié sur Nantes. À Nantes, à l'art floral, à l'art du végétal, un peu dans des scénographies avant tout esthétiques. Et là, en fait, il y avait un sujet qui dénotait un peu par rapport aux autres, c'était la fabrique rupture, avec du réemploi de matériaux, avec une mise en scène aussi assez onirique. Hein. C'était pas des hommes avec les pantalons la tête en bas, mais on pouvait trouver du marc de café sur lequel, petit clin d'œil à Mathieu, on peut cultiver des pleurotes. On trouvait nos amis de Batipac, on trouvait, je vais oublier plein de noms, donc ça c'est terrible. Vous étiez à peu près combien? On était une bonne quinzaine d'entreprises sur le projet. Et, en moins de 3 mois. En moins de 3 mois, et vraiment un mois très intense et 10 jours de montage. Le démontage c'est toujours plus rapide dans ce genre d'opération. Donc ça c'est un exemple qui n'a pas prétention à s'appeler biomimétisme, mais qui était en fait en accéléré, et c'est aussi l'un des intérêts de rupture, c'est que ça va vite, il n'y a pas trop de prise de tête. On est d'accord sur un projet, on a aidé avec notre bureau d'études, le bureau d'études de Gali, à la conception, et puis chacun a apporté sa brique, on est parti des matériaux existants, des bonnes volontés existantes, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps assez court. Donc voilà, ça c'est des exemples qui peuvent fonctionner, et la France n'est pas en reste sur le sujet si on revient au biomimétisme, parce qu'il y a le Centre européen du biomimétisme qui est installé à Senlis dans l'Oise. Ça a commencé tout petit, et il y a une manifestation qui s'appelle Biomime Expo, dont le deuxième volet va avoir lieu le 22 octobre prochain à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et l'année dernière, c'était 1800 personnes sur un sujet qui a émergé il y a à peine 4 ans, et ils attendent plus de 2000 pour cette année. Donc on le voit, tout ça, on est nombreux aujourd'hui, ça bouge de manière significative, et ça répond à une vraie demande. Je vais citer un chiffre, parce qu'on aime bien les chiffres. 83% des jeunes diplômés veulent des bureaux au contact de la nature, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça nous oblige quelque peu à faire quelque chose. Donc il faut leur donner du sens tout en travaillant pour la cause environnementale. Absolument. Et en créant du lien dans de belles aventures, parce que si on traite le sujet de manière froide et uniquement technique, c'est un peu ennuyeux. Vaut mieux de bonnes engueulades et des éclats de rire plutôt que rien du tout, je pense. Donc on va suivre avec attention les projets de biomimétisme, les nouveaux projets aussi de zéro déchet, si on peut dire, ou tendance objectif de réduction des déchets sur les chantiers. Et on espère pouvoir très rapidement aussi faire un retour et diffuser toutes ces démarches et ces expériences au sein des membres de l'association pour qu'on multiplie au maximum les projets. Merci à vous deux pour ce témoignage. Alors François-Xavier, on n'a pas travaillé à rupture sur ce projet, mais c'est un très beau projet qui existe depuis quelques années, dont vous nous allez nous parler. Oui, il ne s'agit pas d'une synthèse, hein. On n'a pas la prétention de faire la synthèse, non, on est d'accord. Vous voulez le retour d'expérience, oui, en fait. Un retour d'expérience très factuel. En fait, on est une association d'entreprises qu'on a créée en 2011, qui est basée à la Chevrolière, sur le parc d'activité du Bois Fleuri à la Chevrolière, pas loin du lac de Grandlieu. On est 12 entreprises qui représentent 850 salariés, à peu près 95% de la zone. On a commencé en 2011. Ce qui nous animait, c'est qu'on voulait mettre en place des actions volontaires pour contribuer à la nécessaire transition écologique, environnementale et sociétale, bien entendu. Donc on a commencé en 2011, simplement, comme ça a été énoncé par elle, auparavant, avec la gestion des déchets, pour minimiser... Ça a été la première étape. Première étape, première phase, 2011, gestion des déchets pour mutualiser, pour du coup augmenter le taux de recyclage, mais aussi par ailleurs diminuer les transports induits. Deuxième phase,
la transition énergétique. On a fait des audits, et en fait on a des entreprises assez variées. On a la chance d'avoir un gros porteur qui est Armor, mais après donc qui représente à peu près 500-550 personnes, et puis après le reste c'est les autres entreprises. Donc on a pu faire des choses accessibles à certaines petites boîtes qui n'était pas forcément le cas. Donc en fait on a cette espèce d'effet collaboratif qui est hyper important. Vous êtes combien un petit peu à avoir lancé cette démarche en 2011? 12, on était 12. On est 12. Et maintenant? On est encore 12. Vous êtes toujours 12? Oui, vous savez, il y a toujours des réfractaires. D'accord. Et c'est une des difficultés que vous avez rencontrées sur le projet? Ah bah les difficultés, il y en a tout le temps. C'est-à-dire que... de mobiliser? Mobiliser les autres entreprises, mobiliser les collaborateurs. Il y a un effet hyper fort. Il y a plein d'animations. Je peux vous les nommer tout à l'heure. Ce qui est important, c'est justement, c'est un effet collaboratif qui est au sens large. Vous avez les entreprises, vous avez donc les entreprises, le dirigeant qu'ils ont impulsé, repris par les collaborateurs, comme l'ont dit certains des intervenants. Vous avez également les collectivités et aussi les associations autour. Et nous, après, comme on est en zone, on va dire rurale, parce qu'on ne fait pas partie de la communauté de l'agglo de Nantes, on est juste à côté. On a la communauté de communes, notre communauté de communes, mais qui n'a pas les mêmes moyens. Mais on a dans notre environnement des agriculteurs, et tout ça, ça fait partie des parties prenantes. Et aussi des zones d'habitation. Donc décloisonner tous les métiers, toutes les professions. Voilà. Et après, on a mis en place une troisième phase qui a commencé donc, cette année jusqu'en 2021, qui est là sur la transition écologique, avec un peu plus d'enjeux pour gérer justement la transition écologique avec remise en place de zones humides. Alors nous, j'entendais qu'il y avait des nouvelles zones, et notamment les aménageurs qui ont des super projets, c'est génial. Nous, c'est une vieille zone. C'est une zone qui a été faite dans les années 70, avec tout ce que ça implique. Donc en fait, il faut essayer de reprendre le sujet. Et essayer de tricoter. Ah oui, elle est moche. Voilà. Non, mais il faut... architecturalement, c'est vilain, c'est du fibro, enfin bon, vous connaissez ça. Et donc, il faut arriver. Donc, remise en place de zones humides, des zones mellifères, les travées, les trames bleues et vertes à reconstituer en lien avec le lac. On met en place le bimonitoring, c'est-à-dire que les espèces mellifères, on les replante, on recrée des haies, mais aussi on utilise les abeilles, pas pour faire du miel, en revanche, pour un bio-indicateur. En fait, on analyse le pollen pour savoir comment, au niveau phytosanitaire, comment ça a été mis en place. Donc ça nous permet aussi d'avoir des échanges avec les agriculteurs autour. Parce que c'est ça qui est important, c'est que faire tout seul dans son coin, ça ne fonctionne pas bien, mais après, il faut essayer d'avoir de la communication un peu en transverse. Et il y a une dernière chose, c'est qu'en fait, on a... alors, il faut qu'il y ait énormément de liens permanents. Donc on utilise tout ce qui est bon. La fête des voisins au travail, on invite les voisins, on invite les fournisseurs. La semaine dernière, il y avait la journée mondiale du nettoyage. Dans la zone, tout le monde s'y est mis, les coureurs sont allés dans les travées ramasser les déchets au sein des entreprises, au sein de la zone, partout. Donc en fait, tout est prétexte à faire une action Bien sûr. environnementale. Oui, c'est indispensable. Tout. Mais la convivialité notamment. Les journées des voisins, on boit un coup et on mange. Ouais. Mais vous faites aussi... Bien sûr, mais sinon on fait une personne. Il faut être clair. C'est pas assez basique en fait. C'est ça. Donc on revient et c'était important pour nous de faire voir ça sur tous les projets. Facteur de réussite, parce que j'allais vous poser la question. Il y a des choses qui ne marchent pas aussi. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Covoiturage, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Vous avez analysé pourquoi? On a analysé, oui, pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, les entreprises n'ont pas forcément les mêmes horaires. Il y en a qui peuvent commencer tôt, moins tôt. Il y a du travail par poste. Les gens ont vraiment besoin énormément ils ont encore besoin d'une certaine autonomie, ils ont un peu de mal. Donc, alors ça a été initié en 2016, peut-être que maintenant ça changera. Peut-être aussi avec des applications un peu plus adaptées. Ça pourra peut-être revenir aussi. Ouais, circulation douce aussi, on a travaillé avec les transports en commun. Alors c'est pas la TAN parce qu'on n'est pas dans l'agglo, mais pour gérer les horaires, les grilles, parce que c'est plein de petites choses comme ça qui viennent se greffer et qui font que ça va mieux. Les sorties familiales, qu'est-ce qui fonctionne bien aussi? Sortie familiale marche hyper bien. On a fait un inventaire faunistique, notamment de rapaces la nuit. Ça a hyper bien marché. Donc aussi dans la transmission.
Ah oui, c'est aux jeunes indispensable. générations. C'est indispensable. Donc, quel conseil vous donneriez Alors, j'ai pas la prétention de donner. aux Non. participants? Alors, conseil par rapport à votre expérience Non, mais on le- pour lancer un projet. Là, pour le coup, c'est une synthèse de ce qui s'est dit dans les différentes tables rondes. C'est que il faut que ce soit vraiment collaboratif, il faut que ce soit vraiment large. Et ça doit impliquer, il peut y avoir nous, c'est les entreprises qui ont créé l'association, mais on a vu qu'à Saint-Nazaire, ils avaient du mal à identifier l'association, puisque c'était les collectivités qui avaient initié. Quel que soit l'initiateur, il faut que ce soit transverse. Entreprise, collectivité, association, et tout ce qui va avec. Et puis il faut communiquer, et puis il faut donner envie. Donc du lien, et encore du lien. De l'humain, c'est rassurant, quelque part. Je pense que, voilà, humain, environnement, et on aura de l'économie bleue. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci.